Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 octobre 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vais vous reparler, je vais revenir sur ce livre qui, sans doute, n'aura pas été compris suffisamment, semble-t-il. Le réduire à un simple brûlot, le réduire à un simple coup de colère, c'est obvier la dimension prophétique et poétique de cet ouvrage. Il y a du Léon Bloy là-dedans, il y a un Prométhée enchaîné dans cet ouvrage, mais un Prométhée qui pourrait à tout moment se déchaîner. Qui pourrait se défaire de ses chaînes et se déchaîner. De la nécessité d'encoder nos colères, de les enfermer dans des boîtes, de les entreposer, et le moment venu, les déceler et de les faire rejaillir à nouveau pour qu'apparaissent enfin les raisons qui nous ont amenés à être révoltés. Et quand on pense à toutes les raisons qu'il y a autour de nous de se révolter, de s'insurger, dis-je, eh bien, elles ne manquent pas. Et quand on songe à l'état de tétanisation qui est le nôtre, de paralysie, tant dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles, eh bien, il vient des moments où nous devons faire des réserves de colère, n'est-ce pas? Et protéger les gisements d'indignation comme des ressources naturelles en voie de tarissement. Alors, deux mots ici. Je vais revenir rapidement sur l'élection du 19 octobre. Deux choses me sont venues à l'esprit. D'abord, Harper avait oublié, semble-t-il, que nous l'avions assez vu. J'ai entendu des indépendantistes confesser avoir voté pour Justin Trudeau, pour se débarrasser d'Harper. Voilà. Le parrain disait, il ne faut pas détester ses ennemis, cela trouble le jugement. Don Corleone, ce maître de sagesse, trop peu écouté, hélas. Parce que d'aller croire qu'en la personne de Justin Trudeau, ça y est, tout va être cool et on va avoir du fun, vous allez voir comment ça va devenir compliqué. Et vous allez voir également comment tous les communautariens, tous les multiculturels idéologiques, tous ceux qui veulent enfin tester les limites de notre démocratie, vous allez les voir à l'œuvre, ils se sont réjouis le soir du 19 octobre. Il y a quelque chose que j'ai pensé quand j'ai pensé à Harper, quand j'ai réfléchi à Stephen Harper. J'ai eu ce mot de Picasso. Picasso vendait un de ses tableaux, 100 000 $, et une dame qui s'étonnait du prix, parce qu'elle lui disait, écoutez, vous avez fait ça en 1 heure, et Picasso de lui répliquer, oui, 1 heure et 40 ans d'expérience. Alors, cette interminable campagne qui a duré 78 jours, Stephen Harper a oublié que pendant 78 jours, nous l'avons vu tous les jours, et qu'il avait derrière lui un passif de 10 ans de pouvoir. 78 jours plus 10 ans de pouvoir. La campagne aurait été beaucoup plus courte. Peut-être n'aurait-il pas pris le pouvoir, peut-être le NPD l'aurait pris minoritaire, mais assurément, Trudeau, au fur et à mesure qu'on apprenait à connaître Mulcair et qu'on apprenait enfin que peut-être on en avait vraiment assez d'Harper, eh bien, le tour était joué. Alors oui, livre de colère, livre prophétique, je reviens donc à Christian Saint-Germain. Outre l'écriture est magnifique, c'est un objet littéraire qu'on va relire. Je ne le souhaite pas trop prophétique. Je n'espère pas que dans 30 ans, je vais être encore vivant, que je puisse le lire et me dire, eh bien, mon ami Christian Saint-Germain avait raison. Le Parti québécois n'a pas fait preuve de grande clairvoyance. Et quant à moi, peut-être pas assez de courage. Mais il faudrait revenir un petit peu, on y reviendra. Peut-être je peux évoquer simplement
qu'au début des années 70, lors de la crise d'octobre de 1970, eh bien, les médias étaient terriblement anti-péquistes. Les proto-péquistes, ceux qui ont connu cette époque-là, s'en souviennent très bien. Les médias associaient les péquistes aux felkistes et aux terroristes. C'était les trois mots qui allaient ensemble. Et ça a été très, très, très difficile pour René Lévesque et ses acolytes de se défaire de cette étiquette-là de terroriste. Allez, tentez l'expérience si autour de vous, vous êtes surveillé et on fait de vous éventuellement, potentiellement, un terroriste. Vous allez voir, la vie va devenir très compliquée. Et quand vous avez le projet de séparer un pays, de faire la partition d'un pays, eh bien, dites-vous bien que tous les services secrets, policiers, d'espionnage, sont vraiment en train de vous observer. Lors de la fameuse mesure de guerre où 500 personnes ont été arrêtées et ont vu leurs droits suspendus, ont été arrêtées en octobre et ont été relâchées 3 mois plus tard sans qu'aucune accusation n'ait été portée. Gardez simplement à l'esprit que parmi ces 500 personnes-là, la majorité faisait partie de l'exécutif du Parti québécois, des divers exécutifs du Parti québécois. Alors, vous militez dans un parti politique et la police débarque chez vous en plein milieu de la nuit pour vous arrêter parce que cette police-là d'État juge que vous êtes un ennemi. Et bien, après ça, là, c'est possible que vous tentiez d'essayer d'expliquer autrement votre désir d'indépendance. Alors, je vais conclure aussi, parce que cette colère-là qui monte, qui sort du livre de Christian Saint-Germain, eh bien, je l'ai entendu le soir du 4 septembre 2012, lors de l'élection du gouvernement minoritaire du Parti québécois. Ce soir-là, je ne vous cacherai pas que j'étais accablé par le résultat, ce qui avait précédé le printemps québécois, qui avait été un printemps de manifestation, un printemps insurrectionnel, un printemps où on a vu les forces vives indépendantistes, sociales, politiques, se mettre en mouvement, des masses en fusion, aurait dit ça, hein, n'est-ce pas? Eh bien, quand on a vu, on a cru ce moment-là que ça y est, il y avait le réveil d'un peuple, il y avait le réveil de quelque chose. Moi, personnellement, j'y ai cru. Mais la connaissance que j'ai des mouvements épis de mai 68, je savais que la contre-réaction serait terrifiante, que tout de suite le système se refermerait hyper rapidement, ce qui s'est produit. Alors donc, devant le résultat très, très mitigé de cette élection-là, ben, je me suis couché accablé et sans attendre la suite de tous les résultats. Et à un moment donné, j'ai ouvert la radio. Et là, j'ai appris que Pauline Marois avait été l'objet d'un attentat, de celui qu'on qualifie toujours d'un fou. Mais quand on veut nous abattre la première ministre de notre pays, ben c'est des fous. Et c'est non pas un acte terroriste. Vous comprenez? Le terrorisme des uns et la vertu politique est une certaine vertu politique et le terrorisme des autres relève de la pathologie. Hein, n'est-ce pas? Si on avait réservé le même traitement qu'on a réservé aux felkistes qui, eux, ont, même si toute la lumière n'a pas été faite sur l'assassinat de Pierre Laporte, eh bien, ils ont assumé des actes qui n'étaient peut-être pas les leurs, mais ils ne seront pas fait passer pour fous avec l'aval de tous les experts et une bonne partie des faiseurs d'opinion. Ils ne se seront pas fait passer pour fous ni déments, comme le fera sans doute Richard Baines. Alors donc, l'animatrice, parce que j'ouvrais la radio, vous disais-je, donc, recevait les témoignages des auditeurs. Et il y avait une colère inouïe. Je comprenais pas, moi, les gens téléphonaient et ils disaient des trucs comme « Ah, c'était écœurant comment les Anglais nous ont fait mal. Ils nous ont toujours massacrés. Ils nous ont jamais fait de cadeaux. Là, ils ont essayé de tuer notre première ministre. Je comprenais pas. Ils ont essayé de tuer Pauline Marois. Ben oui, ils ont essayé. En tout cas, il y a un Anglais qui est rentré et qui a tué un technicien de son qui se trouvait au Métropolis pour célébrer la fameuse victoire, la fameuse pseudo-victoire. Et là, ben, les témoignages de colère, d'indignation traversaient la nuit. Et soudainement, l'animatrice a dit, ben écoutez, je viens de recevoir une directive de la direction. Nous devons interrompre la programmation parce que, en fait,
elle n'a pas donné les raisons. Mais c'était facile à comprendre que tout à coup, le chagrin, la désespérance, la profonde souffrance d'un peuple, spolié depuis 2 siècles, eh bien, jaillissait de partout. Ça s'incarnait dans une parole, dans une vraie parole que nous n'avons plus, hélas, l'habitude ni d'entendre, ni, hélas, de recevoir. Alors elle a conclu laconiquement, nous interrompons la programmation. Et après, ben, on a eu encore du rock and roll. C'est sûr que tout ça, il ne faut pas que la colère d'un peuple soit entendue. Et puis de toute façon, maintenant, il n'y a plus de peuple, semble-t-il. Eh bien, il n'y a que des individus atomisés qui, faute de pouvoir faire leur place dans ce monde de plus en plus complexe, eh bien, plutôt que de changer les choses politiquement, préfèrent s'occuper d'eux et aller en thérapie. Voilà pourquoi le monde va si mal. Il y a trop de gens en thérapie. En tout cas, pour moi, c'est mon opinion. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, malgré tout. Nous n'abandonnerons rien. La tâche est compliquée. La tâche est ardue. Je suis devenu militant péquiste depuis 1 an. Ce sentiment-là de m'enrôler dans un corps d'armée qui a connu beaucoup de défaites, qui peut-être se prépare à en connaître d'autres. Une fois de plus, je ne dirais pas la longue marche vers l'indépendance est commencée, mais assurément un autre chapitre difficile de notre survivance semble s'amorcer. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite, ou à peu près la suite. En tout cas, vous pouvez me téléphoner dans ma librairie. 514-736-0999. Et vous pouvez également joindre ma page Facebook. Allez voir mes activités. Je suis assez prolixe. Alors, je vous invite peut-être pas à devenir des amis, parce que je suis un ami encombrant, le genre d'ami dont on ne peut se débarrasser facilement. Certains le font, cependant. Certains le font avec une élégance remarquable. Mais c'est pas grave, on a quand même la capacité, à notre tour, ben, débloquer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que fait un bloquiste? Eh ben, ça bloque. Alors voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Allez, portez-vous bien. Bonne journée à tous.